Je rappelle que vous êtes directeur général de la Société d'incubation numérique du Gabon, SING. On parlera du rôle que joue la SING dans quelques instants. Mais on va reprendre maintenant les deux femmes qui sont sur ce panel. Non, sinon les trois femmes qui sont sur ce panel, on leur donne la parole. Un premier tour de table, vite fait, mesdames, en 1 minute ou 30 secondes. Quand on parle d'impact du numérique, à quoi cela renvoie chez vous exactement? Je commence par… Je donne la parole à Jasmine. En 30 secondes ou 1 minute, parce qu'on a plusieurs aspects abordés. Merci Aziz de me passer la parole. Alors, moi, en 30 secondes, quand on parle d'impact du numérique, je vais parler d'innovation et je vais parler d'adaptabilité. C'est tout. Innovation et adaptabilité. Allô? Jasmine? Oui? Allô? Oui, allô, on te reçoit, vas-y. Oui, donc justement, je disais en 30 secondes, si je dois parler de l'impact du numérique dans cette crise, je vais parler d'adaptabilité et d'innovation. Parce que ce sont les deux facteurs, pour moi, les deux mots-clés qui nous permettront de sortir de cette crise grâce au numérique. Je ne sais pas s'il y a un problème de connexion. Allô? Je pense qu'on a perdu Aziz. Bon. Ah ouais. Okay. Voilà, il est revenu, je crois, il est revenu. On est tous revenus. Vous comprendrez que le sujet dont nous sommes en train de parler est très important. Nous parlons du numérique et voilà les difficultés du numérique que nous avons aussi en Afrique. Ce sont les réalités qu'on partage. Et en live même, on va essayer d'aller un peu plus vite à cause de ces difficultés que nous avons dans ce domaine du numérique, de la connexion en Afrique pour pouvoir aborder ce sujet afin d'édifier plus d'un et recevoir vos conseils, vos plaidoyers et que nous puissions faire un document propre à la fin. Très vite, on continue avec Karine Madzan. Alors Karine, votre regard sur la question impact du numérique en temps de crise. Quand on parle d'impact pour vous, à quoi cela renvoie exactement? Pour moi, ça renvoie surtout à un passage à l'action et justement, comme ce qu'a dit Jasmine, adaptation, adaptabilité, capacité justement à passer des réticences qu'on a en général à intégrer le numérique. En fait, l'impact, je pense, c'est comment le numérique s'est imposé finalement à nous à cause de la crise et pendant toute la crise. Voilà. Et pour finir, pour ce premier tour de table, on donne la parole à Christine Soro. Christine. Oui, merci beaucoup, Aziz. Oui, merci beaucoup. Alors, en 1 minute, si je pouvais dire un mot sur l'impact du numérique, c'est qu'elle a permis à beaucoup d'entreprises de réorganiser tous leurs process en les orientant typiquement dans le digital. Donc, je rejoins tout à fait ma consoeur Jasmine et l'autre, j'oublie son nom, Karine. Voilà, Karine. Donc, je rejoins complètement et j'aime beaucoup ce mot-clé de Jasmine, innovation. Toutes les entreprises aujourd'hui se sont vues imposer l'innovation dans le numérique. Merci à vous, Christine, pour votre contribution et déjà pour ce premier tour de table. On comprend que quand on parle du numérique et de son impact, on parle de digitalisation, on parle de nouvelles technologies et on parle de tout ce qui vient en termes d'innovation numérique, des applications, plusieurs choses qui rentrent en jeu. Alors, pour revenir avec cette question de l'impact du numérique en temps de crise, vous savez tous que la COVID a été une sorte d'amplificateur dans le monde de notre quotidien. La santé, l'enseignement à distance, le télétravail, les loisirs, tous ces domaines ont été impactés par cette question du numérique. On a vu comment certains pays ou encore certaines structures qui se croyaient prêts se sont rendus compte qu'ils ne sont pas prêts
Et à côté de cette page sombre, on a aussi vu la question des fake news, la question de la cybercriminalité, la question de la fracture numérique très présente sur le continent qui donne une tendance à double vitesse. Alors, les questions nous viennent à l'esprit. Alors, premièrement, quel est l'impact du numérique sur le plan professionnel, sanitaire, social et économique? Deuxièmement, la planète technologique ou numérique de l'Afrique a-t-elle été au rendez-vous de son histoire avec cette question de crise liée à la COVID-19? La tendance baissière observée dans certains pays doit-elle être le moment de l'accélération des différents projets inhérents au numérique? Autant de questions que nous allons aborder dans quelques instants. Et pour commencer déjà, je vais repartir avec coach Sylvain Boussamba. Coach, on a vu que pendant cette période de crise, beaucoup de structures se sont lancées dans l'enseignement, dans les télétravails. On a vu la question de l'enseignement à distance, les loisirs, tous ces domaines ont été impactés, et sans oublier la santé. Comment le numérique a-t-il influencé tous ces secteurs-là? Quel est l'impact positif qu'on peut retenir à travers tout ce qu'on a vu depuis, disons, 5 mois ou 6 mois déjà? Coach? Le micro. Je pense que s'il y a un seul mot qu'on peut utiliser pour résumer tout ce qui s'est passé, je pense que le seul mot, c'est la résilience. La résilience, c'est cette capacité à chercher perpétuellement de nouveaux moyens pour continuer à exister. Je pense que nous avons tous fait, aussi bien nous, je parle du Gabon, que d'autres pays sur le continent, pour rester exclusivement sur le continent africain, nous avons tous fait face à cette pandémie, et elle nous a tous mis dans des situations de confinement ou de semi-confinement qui a paralysé toute la logistique habituelle, toute la distribution habituelle que nous utilisons pour interagir les uns avec les autres. Je pense que le premier mal qui touche le continent, ce n'est pas tant la pandémie, mais c'est surtout l'impact économique. Il faut dire que lorsqu'on a annoncé l'arrivée de cette pandémie sur le continent, on a prédit que le continent aurait énormément de difficultés vis-à-vis de cette pandémie par rapport à la gestion de la crise sanitaire. Mais je pense que la vraie difficulté se retrouve plutôt dans les aspects plutôt économiques. Comment arriver à continuer à faire du business alors que nous ne sommes plus capables de pouvoir nous retrouver ensemble pour pouvoir le faire? Parce qu'il faut quand même reconnaître que l'ADN de l'économie, c'est la transaction. Et quand on parle de transaction, la plupart des transactions se font tout de même dans des conversations de personne à personne ou de groupe de personnes. Et c'est autour de ces discussions que les échanges de valeurs se font. Et lorsqu'on n'est plus capable aujourd'hui de se retrouver, ben, on est quasiment paralysé dans beaucoup de secteurs. On l'a vu, le secteur qui a sanitaire. Le plus souffert de cela, c'est le tourisme, parce que beaucoup de pays ont dû fermer leurs frontières. Et donc, on n'a pas pu, pour ceux qui vivent des revenus du tourisme, pouvoir en profiter. Mais quand on est dans des situations de confinement total, là, on se rend compte que beaucoup d'activités commerciales ont dû fermer leurs portes. Mais parallèlement à ça, lorsqu'on regarde notre pays, nous avons fait ces 10 dernières années énormément d'investissements dans les infrastructures. Et ces investissements nous ont permis de nous hisser parmi les pays les plus connectés sur le continent africain. Ça veut dire que justement, on sait utiliser… Oui.
Justement, parlons de ces investissements au sortir de, bon, avec cette tendance baissière qu'on observe depuis quelques jours, est-ce que vous pensez que les cartes doivent être rebattues ou encore on doit combattre assez fort pour pouvoir compenser cette fracture numérique que nous avons observée pendant la crise? Bon, je pense que la fracture n'était pas tant d'abord numérique, hein. Je pense que la fracture, elle est plutôt dans le fait qu'on ne puisse plus se retrouver, on ne puisse plus commercer. Euh, cette impossibilité ou cette difficulté de commercer par les moyens traditionnels euh, nous a réellement paralysés sur le plan économique. Mais à cause de ces investissements, comme je disais tout à l'heure, nous avons aujourd'hui notre pays qui fait quand même partie des pays les plus connectés sur le continent. Malgré sa faible population, on a quand même 62% de pénétration de l'Internet, avec 64% pour la Tunisie, 62% pour le Gabon, selon les chiffres de l'UIT. Tout ceci nous a donc permis de continuer les échanges, les communications, les conversations sur, on va dire, le volet digital. Donc, grâce au digital, on a pu continuer à se retrouver maintenant de manière virtuelle, comme nous le faisons actuellement, et continuer à échanger. Et effectivement, quand on est dans un réseau d'échange, que ce soit qu'il soit constitué de 2 personnes ou plusieurs, à un moment donné, on échange de la valeur et cette valeur-là peut être échangée contre une autre valeur. Et lorsqu'on regarde, par exemple, des structures très, très simples, comme en fait des activités d'entrepreneurs qui font dans, par exemple, l'agroalimentaire, on a vu des gens posséder ne fût-ce qu'une page Facebook et ne fût-ce qu'un compte WhatsApp et un compte mobile money arriver à continuer à exister, simplement parce que le réseau étant disponible, les moyens d'échange étant disponibles, les moyens de transférer de l'argent et de payer étant disponibles, les échanges qui se faisaient généralement sur le plan physique ont basculé sur le plan digital. C'est vrai que le volume des échanges a varié d'un secteur à un autre. Hein, on le sait, on utilise la plateforme Zoom, on a vu des croissances de plus de 300% chez Zoom. Dans le e-commerce, on a vu en 3 mois ce que le e-commerce n'a pas réussi à faire en 10 ans. Donc, c'est vrai que dans certains secteurs, le e-commerce, par exemple, on a vu des croissances exponentielles. Mais tout ceci… Justement, parlant du e-commerce et de certaines plateformes numériques qui n'étaient pas assez utilisées, on a compris que cette crise liée à la COVID a été une sorte d'amplificateur dans le monde, dans notre quotidien. Mais à côté de ce qu'on a pu observer comme positif, pour surtout ceux qui sont dans le domaine du numérique, on a observé aussi qu'il y a eu une augmentation d'infodémie, de cybercriminalité, et pour ne parler que de ces 2 problématiques qui ont tellement touché, qui ont tellement gangréné notre continent, je relativise, notre continent par rapport à cette crise. Yannick Ebibié, vous êtes directeur de la Société d'incubation numérique du Gabon. Parlons de cybercriminalité et d'infodémie ou encore de fake news. Pour vous, comment est-ce que votre société a pu réagir par rapport à cet impact négatif du numérique sur la COVID? Alors, il faut dire que nous, on n'a pas été impacté par tous les risques que vous mentionnez. C'est-à-dire qu'aucune, nous, en tant qu'activité ou nos partenaires, personne n'a été victime de cyberattaques ou autre. C'est vrai que c'est une problématique qui existe de manière générale. Ça existait avant la crise et ça va exister après la crise. Et nous, au niveau de la société d'incubation numérique, dans nos différents programmes, c'est un accent particulier que nous mettons, notamment sur les applications développées par nos startups et puis les applications que nous-mêmes nous mettons à disposition de nos clients corporate. En termes de fake news, nous, on a vu également effectivement en fait, les différentes opinions, plus que de fake news, c'est même les différentes opinions qui sont arrivées sur la toile, souvent les unes en contradiction des autres.
Nous, ce qu'on a pu faire pour contribuer, pour aussi donner un peu de la clarté et dans certains sujets, on a mis en place une cellule de veille technologique sur les questions du Covid. Et très tôt, au mois de mars, on a mis sur le marché l'application bloquecovid19.com, une application web mobile où les individus pouvaient non seulement s'informer sur le Covid, mais également réaliser des autotests pour savoir quelle est leur situation et s'il fallait aller chez le docteur ou pas, et trouver tous les outils qui étaient sécurisés et qui leur permettraient de continuer de travailler de manière normale. Hein. Voilà, donc c'est ce que nous, on a fait pendant cette période. Alors, je donne la parole à Madame Christine Soro. Christine Soro, je le disais à l'instant, on constate une tendance baissière liée à la COVID. Est-ce que, au sortir de cette crise, on doit accélérer la transformation digitale au Gabon parce que on a vu que pour beaucoup, il y a plusieurs entreprises qui n'arrivaient pas à s'adapter, par exemple à la question de télétravail, mais aussi on a vu avec l'enseignement ou encore l'éducation, l'enseignement à distance qui a été vraiment une difficulté pour nos pays africains à s'adapter. Ok, merci Aziz. Alors, juste une petite anecdote. J'ai entendu parler en France d'un parti politique qui parle de la République en marche. Et moi, j'ai envie d'ajouter ou de dire le digital en marche. On n'a plus le choix. Le digital s'est imposé à nous. Le digital s'est imposé à notre quotidien. Le digital s'est imposé à tous nos process et à toutes nos organisations. On n'a plus le choix. On parlait déjà il y a quelques années du fossé numérique. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est temps. Et d'ailleurs, je peux prendre un exemple. Dans mon cas, il y a 10 ans, j'ai ouvert une agence au départ qui offrait des services informatiques, notamment dans le développement de sites Internet, l'hébergement web, nom de domaine. Et j'avais eu pendant plusieurs années beaucoup de difficultés à pénétrer le marché de niche, si je peux le dire ainsi. C'était très compliqué. Surtout dans le contexte du Gabon, parfois il fallait avoir une connaissance malgré les compétences que nous avions. Aujourd'hui, cette entreprise, en plus des prestations informatiques, s'est convertie dans la stratégie digitale et je suis un grand témoignage de ce que le digital m'a apporté. Si avant, j'étais dans l'ombre, aujourd'hui, j'ai été sollicitée durant la crise. J'ai vu des entreprises me solliciter pour les accompagner dans leur visibilité, notamment concevoir un site Internet, concevoir des affiches, brander leurs pages réseaux sociaux, concevoir des stratégies digitales. Chacun aujourd'hui reconnaît, je pense, en tout cas, je me dis que ce n'est plus un travail que de sensibiliser, mais chacun a compris cette responsabilité de mettre son entreprise, de mettre son organisation, son activité, et même au niveau étatique. Je pense que nos dirigeants, et d'ailleurs le ministre de l'Éducation nationale en parlait récemment, sur la possibilité dorénavant de mettre en place des cours en ligne. Donc, pour répondre à ta question, Aziz, ce n'est plus un choix, c'est une obligation. Et pour nous, les acteurs qui avons souffert pendant plusieurs années, c'est aujourd'hui qu'on récolte les fruits. Donc, j'ai mis en place un site Internet durant le confinement, infocoronavirus.com, infocoronavirusgabon.com, pardon, info avec S. Et donc, ce site permettait de faire la synthèse de l'actualité sur le Covid-19 au Gabon, en Afrique et dans le monde. Et grâce à ce site Internet, plusieurs acteurs privés, publics, des personnalités m'ont contacté pour savoir qui était derrière. Ils ont vu que c'était DigiWomen School. Et là, j'ai profité en plus de la visibilité de DigiWomen School, de mettre en avant justement mon agence DC Virtuelle Communication qui offre, comme je le disais, des services dans l'accompagnement des acteurs publics et privés dans tout ce qui concerne comment dire, leur stratégie communication, stratégie digitale. D'accord. Merci pour ton intervention sur la question. Je vous pose la même question à Karine. Karine, doit-on attendre aujourd'hui une impulsion des politiques pour parler d'innovation dans le numérique? On sait qu'il y a des efforts qui sont fournis au quotidien, mais avec la crise, on a pu observer qu'il y a un réel gap et il y a beaucoup de choses à combler. Pour vous, est-ce qu'on doit attendre l'impulsion des politiques
dans cette question de digitalisation ou du numérique en Afrique et au Gabon en particulier? Je sais que vous avez l'expérience de l'Occident, mais aussi l'expérience du Gabon. Vous observez de loin, doit-on attendre réellement une impulsion politique ou l'innovation doit venir du secteur privé avec des entreprises ou des structures telles que École 241 ou encore la SING, pilotée respectivement par coach Silver Boussamba et Yannick Ebibier? Je pense qu'on ne peut pas attendre, et ça s'applique aussi bien aux politiques qu'aux juridiques, en fait. Parce qu'aujourd'hui, puisque, comme disait Christine, le numérique s'impose à nous, jusqu'à présent, ça venait petit à petit, chaque pays a son rythme, chaque écosystème a sa façon, et la crise a simplement accéléré et s'est imposée à nous. Mais on ne peut pas, l'innovation, est tellement présente aujourd'hui, on n'a pas le temps d'attendre des politiques. Et à la limite, c'est l'inverse. Ce n'est plus la politique qui impose un rythme, c'est carrément l'innovation, elle, qui impose les politiques, puisque ça vient ensuite. On ne peut légiférer, par exemple, qu'à partir du moment où on constate qu'il y a des problématiques qui se posent. On parle, dans le numérique, on parle beaucoup de nouvelles technologies, et toutes ces technologies qu'on utilise pour les mettre justement au service des services numériques, si je me répète, mais toutes ces technologies, on ne peut pas encore mesurer l'impact parce qu'il faudra un temps pour voir comment ça affecte nos droits, comment ça affecte notre quotidien, pour déterminer les problématiques que ça cause. Donc, les politiques, en fait, c'est aux politiques de s'adapter à ce qui se propose et quand même d'observer un petit peu au fur et à mesure. En fait, c'est la politique qui doit s'adapter au numérique. Donc, ce qui est intéressant dans le numérique, je pense, c'est une très bonne, je la retiens. Ce qui est intéressant dans le numérique, c'est qu'on répond à un besoin et ce n'est pas d'avance, c'est jamais d'avance. On constate un besoin aujourd'hui et on trouve une solution aujourd'hui. Et donc, cette solution qui est proposée aujourd'hui n'a pas forcément été prévue d'avance, elle n'a pas forcément été prise en compte ni par le droit, ni par les politiques. Et donc, elle impose une flexibilité, voilà, une adaptabilité, comme a dit Jasmine. Je pense que dans le numérique, s'adapter, être flexible, être ouvert, s'impose en fait. Donc, on ne peut pas attendre, en avance et on s'adapte. Très bien. On s'adapte, il faut une certaine flexibilité. Je peux retenir ces mots de votre intervention. Et je donne la parole à Jasmine Mabé. Jasmine, vous êtes designer et développeuse web. Pour vous, pendant cette période de crise liée à la COVID, comment est-ce que vous vous êtes adapté dans ce secteur du numérique? Je rappelle que vous êtes du côté du Togo. C'est de là que vous intervenez. Je sais que la crise a touché plusieurs pays africains. Le Togo n'est pas épargné. Vous êtes à Lomé précisément. Comment est-ce que vous avez pu vous adapter à travers les offres que vous donnez aux populations togolaises? Donc, ça va être très, très facile. C'est que je n'ai même pas pu encore m'adapter dans le pays où je suis arrivée. Je suis au Togo, ça fait pas longtemps. Et donc, du coup, la crise… Oui, il y a un problème au niveau du numérique ou de non, la digitalisation. c'est juste que la crise ne m'a pas permis justement de pouvoir entrer dans le pays au Togo comme il le fallait, parce que il faut dire que la première approche, quand j'arrive dans un pays, et je l'ai fait au Gabon, la première approche pour pouvoir réseauter, savoir ce qui se passe dans le pays, c'est aller aux événements. Et donc, on se rend compte en fait qu'aujourd'hui, la crise a fait en sorte que nous puissions repenser la façon de faire nos événements. D'ailleurs, comme aujourd'hui, je devais être dans mon hôtel avec vous là-bas au Gabon, et après ça, on devait poursuivre quelque chose d'ailleurs, peut-être. Mais voilà, bon, ça fait que… mais en tant qu'observateur. Ça fait que je reste… Mais en tant qu'observateur. Et donc, du coup… Oui, et donc du coup, voilà, ça a permis en fait de faire en sorte que nous repensons, comme ce que je disais, notre façon de créer les choses et donc de créer aussi les événements. Donc, mais à ce niveau-là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu me rendre dans différents événements, mais j'ai beaucoup plus eu des invitations, on va dire, c'est un peu paradoxal, mais beaucoup plus d'invitations du côté de l'Europe que du côté africain. Parce que je pense que ce qui s'est passé avec l'Afrique en général, c'est que le fait que nous ne soyons pas prêts.
le fait que beaucoup ne soient pas prêts. Et donc, du coup, le premier réflexe, et pour beaucoup d'entreprises, c'est de se recroqueviller vers eux-mêmes, sur eux-mêmes, sans le temps de prendre, le temps de devoir arranger leur communication et devoir dire, OK, d'accord, là, j'ai besoin d'un accompagnement digital. Donc, ça se fait tout doucement. Vous allez vous rendre compte que c'est depuis, il va faire quoi, 2 mois à peu près, 1 mois et demi, 2 mois, que les entreprises africaines prennent vraiment le pas sur ce qui vient de leur arriver, en fait. Parce que je pense qu'il y a 2 façons dans une crise, il y a 2 façons de comprendre, de se relever d'une crise. Soit on apprend, soit on se fait avaler par l'événement. Et donc, du coup, j'aimerais aussi, oui. Et donc, du coup, partant de ce point-là, voilà, il y a eu beaucoup de mouvements et beaucoup d'innovations du côté africain qui ont fait en sorte que, oui, les entreprises, elles ont repris confiance en elles, elles ont dit allons-y, parce qu'il y a des gens à côté comme moi, comme l'agence de Christine, qui peut nous accompagner dans ce domaine-là. Mais j'aimerais dire aussi que ce sont surtout les entreprises qui avaient déjà en idée de passer à la digitalisation. Parce que pour certaines qui aujourd'hui veulent le faire, c'est un peu plus compliqué parce que oui, ça demande des moyens. Il faut le dire, ça demande une réorganisation de tout cela, mais je suis sûre qu'on va y arriver. Voilà, c'est ce que je pouvais dire dans ce contexte-là. Merci à vous, Jasmine. Et tout de suite, je veux repartir avec Yannick. Yannick, on a vu certainement une innovation dans les structures, dans les entreprises et au niveau de l'État, au niveau des organisations, une réorganisation interne avec les télétravails et autres, beaucoup d'applications qui ont vu le jour dans le domaine de la santé, dans le domaine des jeux, sans oublier l'enseignement à distance. Pour vous, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Afrique est au rendez-vous de son histoire? Alors l'Afrique, il faut parler des Africains. Et moi, je peux parler spécifiquement du Gabon, je connais bien, et puis peut-être vaguement des autres. Mais au niveau du Gabon, comme vous le savez, il y a 10 ans, on s'est lancé dans une stratégie déjà ambitieuse de pouvoir faire le Gabon des services avec un prix important, le Gabon numérique. Ça nous a permis d'établir plus de 2000 km de fibre optique à travers tout le pays, d'être connecté aujourd'hui au Congo, dans quelques mois au Cameroun au nord, et d'être classé d'être le pays le plus connecté d'Afrique centrale et de l'Ouest. On a réussi à diviser par 10 le coût d'accès à Internet, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a eu la crise, vous avez vu dans le cadre du divertissement, il y a eu des battles, des versus qui se sont mis en place de la même qualité que ceux que vous verrez en France ou aux États-Unis. On a vu tout de suite tout le monde qui s'est lancé sous les outils de visioconférence, Zoom, les plateformes, et c'est encore d'ailleurs la mode actuellement. Tout ça parce qu'on avait fait à temps les bons investissements. Hein. J'ai participé il y a 3 semaines à un panel international avec 6 pays représentés, le Bénin, Djibouti, Côte d'Ivoire, et il y a beaucoup de pays où la fibre optique n'est pas encore aussi étendue que comme l'est aujourd'hui au Gabon. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, je pense que la stratégie sur l'infrastructure a été bien lancée. Notre défi, comme toujours au Gabon, c'est de maintenir tout ça, que ça reste en bonne condition. On parlait déjà bientôt de tester la 5G sur le pays. Donc ça aussi, c'est un sujet qu'il faudra regarder de très près. Et puis, on voit que les entreprises ont adopté l'outil numérique. Moi, quand je regarde les startups qui sont accompagnées ici au niveau de la CIN, pendant cette période de crise, beaucoup ont revu leur modèle économique, ils se sont libérés des bâtiments dans lesquels ils louaient pour pouvoir se mettre totalement en virtuel, ce qui leur permet d'avoir des marges énormes en ce moment. On a une application qui s'appelle Mariage Glorieux, qui avait du mal à trouver des clients auparavant pour organiser des mariages parce que les gens partaient eux-mêmes en fait rencontrer les prestataires. Lorsqu'il y a eu le Covid, tout le monde est venu vers elle puisqu'elle propose à partir de cette application de mettre directement en contact les mariés avec les prestataires. Et vendredi, elle a organisé un de ses premiers mariages via l'application. Les discussions qu'on avait ont été accélérées, certaines discussions où il fallait expliquer les choses, notamment sur le compteur
EDAN Connecté ou alors sur l'application EasyTax pour les PME et les TPE. Tout ça s'est accéléré formidablement parce que aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce que les autres faisaient il y a 20 ans, parce que vous savez, tout ce qui est visioconférence, application, il y a 20 ans, ça existe déjà dans les pays développés. Il y a une économie déjà qui existe aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a pris conscience, c'est que cet outil est capable de nous aider à toucher les plus faibles. Yannick? Oui. Yannick? Oui, j'entends. Donc, pour vous, l'Afrique a été au rendez-vous d'une manière ou d'une autre. Oui. Pour vous, l'Afrique a été présente au rendez-vous OK. Vous me permettez tout de suite de faire le tour parce qu'il y a des internautes qui sont aussi connectés, qui nous suivent et qui réagissent. J'ai l'intervention d'Audrey Sergine, que nous saluons au passage, qui dit « Il est évident aujourd'hui que le digital est en train de prendre une place importante dans nos habitudes, notamment sur le plan professionnel. Toutefois, en ce qui concerne le e-commerce, il convient de relever que beaucoup reste à faire, car en plus d'un travail de fond au niveau de mentalité, les politiques doivent se saisir de cette réalité et les acteurs de e-commerce doivent eux-mêmes se former pleinement pour emmener ceux qui ne connaissent pas à s'intéresser à la chose. » Une très bonne intervention. La question de e-commerce, je vais peut-être me retourner vers le docteur coach, je suis dans le domaine de la santé présentement, vers le coach Silver Boussa. Coach Silver. Oui. Oui. Coach. Oui, je t'écoute. On a l'intervention d'Audrey Sergine. Audrey Sergine qui parlait de la professionnalisation de ceux qui œuvrent dans le domaine du e-commerce. Vous, en tant que structure, vous êtes propriétaire de la structure numérique École 241. Est-ce que vous avez des accompagnements pour ceux qui sont dans le secteur du e-commerce à mieux gérer leur structure à travers des plateformes numériques? Oui, effectivement. Pendant la période très difficile, très dure, nous avons aussi dû être très inventifs pour continuer à accompagner nos apprenants. Et un des modèles que nous avons choisi, bien sûr, c'est de fonctionner en mode déconnecté. Ce mode nous a permis de nous libérer effectivement de toutes les lourdeurs liées au déplacement. Et bien heureusement ou malheureusement, on s'est rendu compte qu'en mode télétravail, on travaille beaucoup plus que la normale. Ce travail supplémentaire nous a permis justement de nous attaquer à plusieurs projets. Et on a travaillé sur des projets avec des entrepreneurs, mais aussi avec des institutions. Dans le cadre, par exemple, là, on parle d'entrepreneurs dans le e-commerce. Nous avons, juste avant le Covid, une start-up qui s'appelle Digitech Africa, qui a mis en place en fait une possibilité de s'intégrer très rapidement avec les moyens de paiement tels que le mobile money, en mettant en place un outil assez complet qui s'intègre avec les outils très utilisés par les développeurs de plateformes de e-commerce. Donc, c'est un plugin dans le jargon habituel du métier. Donc, c'est un plugin qui fonctionne avec WordPress, avec WooCommerce. WooCommerce, aujourd'hui, est la plateforme de prédilection pour tout entrepreneur qui veut démarrer son activité en ligne et un plugin e-billing qui permet de pouvoir immédiatement recevoir des paiements en ligne. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec des entrepreneurs sur leur plateforme justement de e-commerce. Et l'idée est née exactement pendant cette période-là. C'est vrai que l'avantage de cette plateforme permet d'être, on va dire, autonome assez rapidement
et de pouvoir se lancer assez rapidement. Mais si effectivement ces types de start-up que nous avons dans notre marché n'avaient pas pensé à ce type de solution, on ne serait pas capable aujourd'hui de pouvoir justement professionnaliser. Parce que quand on parle de professionnalisation, il faut respecter un certain nombre de normes, de principes, de standards. C'est vrai qu'on peut utiliser des solutions de briques et braques pour essayer de résoudre des problèmes, mais après, il faut arriver à professionnaliser. Donc, l'école, en son sein, permet justement à des entrepreneurs qui ont des projets dans la digitalisation de leur activité commerciale de pouvoir les poursuivre. Pour ce qui est, je profite que j'ai la parole pour parler quand même aussi des éléments importants qui ont été faits au niveau de l'école. Voilà, on a aidé le ministère de la Santé en mettant en place un chatbot WhatsApp. Sachant que WhatsApp est un outil de communication très utilisé dans notre pays, le chatbot WhatsApp a permis et permet jusqu'à présent à plusieurs personnes de pouvoir interagir avec le ministère de la Santé sur des questions qui viennent fréquemment au 1410. On connaît tous ce numéro lorsqu'on a un souci de santé et qu'on pense qu'on a été contaminé par la COVID. Oui. Les gens qui appellent le 1410 posent fréquemment les mêmes questions. Et on sait aujourd'hui qu'avoir un chatbot est une opportunité extraordinaire de pouvoir en permanence donner de l'information rapidement à des gens qui posent toujours les mêmes questions. Par exemple, quels sont les lieux de dépistage? Le chatbot est capable de vous donner très rapidement le lieu de dépistage. Quelle est l'information coach, juste? Peut-être avec vous, coach. Oui. Coach, peut-être avec vous rappeler peut-être le nom de cette plateforme, le nom du chatbot. La plateforme, c'est celle du ministère de la Santé. Elle a été réalisée par vous avez appuyé l'école de 141. Alors, je vous donne le numéro. Oui. Oui. Alors, c'est plus 241. Plus 241. Vous pouvez laisser le numéro en commentaire dans le chat. 601, nos internautes. 52, 52, 550. Oui. Exactement. Mais l'école a aussi réalisé une plateforme qui s'appelle Fresh, qui est disponible également sur le chatbot, qui est en fait un agrégateur de tout le contenu média qui se retrouve sur les sites d'information au Gabon. Donc, lorsqu'on va sur le chatbot et qu'on veut connaître les dernières nouvelles, on a la possibilité d'avoir toutes ces informations qui sont poussées vers nous. Et donc, ça, c'est important. Vous avez parlé tout à l'heure de l'infodémie. L'infodémie, il y a deux phénomènes, la désinformation et la mésinformation. Ça a permis de justement juguler cela, parce qu'on sait que pendant qu'il y a une pandémie, il y a aussi énormément d'informations fausses qui sont divulguées et partagées à travers le réseau. Donc, cette plateforme Fresh donne l'information juste et exacte. Et la troisième chose qu'a fait l'école aussi, et qu'on va voir apparaître très bientôt, si vous faites par exemple le étoile 410 dièse très bientôt, vous aurez accès à un menu USSD pour tous ceux qui ont des téléphones qui ne sont pas des téléphones évolués, donc qui n'ont pas de smartphone. Vous aurez la possibilité d'avoir plusieurs des fonctionnalités qui sont sur le chatbot, mais qui seront accessibles à toute personne qui a un téléphone basique. Donc ça, c'est par exemple l'école qui a pu aider des institutions ou alors des entrepreneurs pendant cette période.
Donc, on retient que le numérique a été au rendez-vous de l'histoire de cette crise Covid au Gabon, avec des structures telles que SING, École 241, qui ont présenté des innovations en termes d'application, en termes d'appui technique à l'État. Et à côté, Christine nous parlait tout de suite d'un site qu'elle a mis en place pour relayer les informations liées à la COVID. Christine, est-ce que vous pouvez partager votre expérience avec nos internautes? D'accord. Alors, le site www.info avec S, infocoronavirusgabon.com a été mis en place pour aider justement, comme j'ai apprécié l'intervention de Karine tout à l'heure lorsqu'elle disait qu'on ne peut pas compter sur le gouvernement, c'est au gouvernement, c'est à l'État de s'adapter à la situation actuelle. Et justement, sans attendre l'aide ou l'accompagnement du gouvernement, en tant qu'acteur dans le numérique, nous avons décidé de nous mettre en marche et de lancer donc ce site qui a pour vocation de faire la synthèse parmi justement toutes ces informations qu'on a versées sur Internet, faire une synthèse sur une actualité plutôt positive, parce qu'on s'est rendu compte que lorsque le coronavirus nous a surpris, on avait beaucoup de difficultés à maîtriser la bonne information et cela nous a stigmatisés. La seule pensée ou la seule idée qu'on avait du coronavirus, c'était que tout le monde pouvait mourir à tout moment, chacun de nous. Je pense qu'à un moment donné, on a eu peur aussi de passer, tout comme on voyait dans ces informations, que ce soit à l'étranger ou ici au Gabon. Et on a voulu renverser la tendance en apportant un côté positif. Justement, et je pense que c'est tout là l'idée de la plateforme Onto-Winers, comment aussi le digital peut améliorer le quotidien, que ce soit des entreprises, des personnes. Et donc, infocoronavirusgabon.com a été mis en place pour cette vocation-là. Un autre aspect, c'est parti aussi d'un constat personnel. En tant qu'entrepreneur, j'avais du mal à avoir accès aux informations sur tout ce qui est accompagnement du gouvernement, par exemple. J'avais du mal à savoir avoir une adresse où je pouvais me renseigner sur, en tant qu'entrepreneur. J'ai ouvert un restaurant au niveau du CHU d'Ongondié et du coup, j'avais 8 employés et j'avais du mal en fait à savoir vers qui me tourner en fait, parce que ce sont des familles aussi qui ont des enfants, vers qui me tourner. Et quand je cherchais sur Internet, je n'avais aucune information. Et pour vous, avec votre plateforme, comment est-ce qu'elle a été reçue par Christine? Oui. Christine? Oui. Comment est-ce que votre plateforme a été accueillie par les Gabonais? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs sites d'information aujourd'hui avec cette innovation technologique qu'on observe. On observe aussi plusieurs sites qui naissent et qui meurent aussi comme ça. Vous, avec votre site, est-ce que la tendance est plutôt bonne? Vous avez de l'affluence sur ce site? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Et au niveau du gouvernement, bien sûr, on a eu l'appui technique du ministère de l'économie numérique. Au-delà du ministère de l'économie numérique, on a eu les encouragements du COPIL. Donc, et au niveau des usagers, hein, si je peux le dire, ils ont félicité l'initiative parce que enfin, ils avaient une plateforme qui leur permettait de ne pas seulement voir le côté négatif du Covid-19, mais de savoir que, bon, au travers de cette pandémie qui est venue tout bouleverser, nous surprendre, nous stigmatiser, il y avait ces belles expériences, que ce soit au Gabon, que ce soit Silver, le coach Silver l'a rappelé, cette initiative qui est sortie de l'école 241, je crois, en collaboration avec le ministère de la Santé. Au niveau de la SING, on a vu cette application. Et voilà. Et toutes ces informations, en général, nous les relayons dans le site Internet Info Coronavirus, en Afrique, comme je le disais, et même dans le monde. Donc, au niveau des usagers, c'est un grand ouf, mais surtout, permets-moi, Aziz, je parlais tout à l'heure de l'accompagnement de l'État. On avait un gros souci à ce niveau. Et donc, tout est parti d'une expérience, comme je disais, personnelle. Je ne savais pas à quel sein me vouer, j'étais complètement perdue. Et en allant sur Internet, je n'avais aucune adresse fiable pour m'adresser au gouvernement, pour m'adresser aux différents acteurs étatiques qui pouvaient prendre en charge ma situation. Je suis allée sur place, comme vous le savez, c'était fermé. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en place cette rubrique
qui va renseigner tous les usagers sur, bien sûr, toutes les formes, que ce soit sur le plan sanitaire, économique, culturel, et voilà. Encore quelques minutes à passer avant de faire. C'est tellement court, le sujet est tellement intéressant, mais le temps qui nous a été accordé ne nous permet pas de nous étendre en long et en large. Je vais vous demander d'être un peu plus bref pour qu'on puisse aborder les 2 dernières questions qui nous restent. Mais rappelez à ceux qui viennent de se connecter que vous êtes sur le 3e panel de cette plateforme Anto Winners, et à l'occasion des Anto Winners Day, un événement qui se déroule sur 2 jours, le premier jour et vous suivez le 3e panel. Aujourd'hui, on parle de l'impact du numérique en temps de crise. Nos intervenants sont Yasmine Mabé, qui est au Togo présentement, le coach Silver Boussamba du Gabon, Karine Madzan de Paris, nous avons Christine Soro du Gabon, mais aussi Yannick Ebibier du Gabon. Autant d'intervenants avec qui nous essayons de parler de cet impact. On a vu les aspects négatifs, les aspects positifs de Covid, du numérique sur Covid. Mais cette fois-ci, nous allons essayer de prendre les questions de nos téléspectateurs, sinon de nos internautes, avant de revenir sur les 2 questions. Alors, les interventions sont un peu longues, mais je vais essayer de les résumer. Alors, il y a Monsieur Roméo Gado qui nous suit, il dit ceci: effectivement, le numérique, surtout dans la période pandémique, s'est imposé à notre quotidien. Il a fallu digitaliser les process et divers métiers afin de garder le cap tout en protégeant nos vies. Les violences basées sur le genre qui ont été décuplées par le confinement, ce qui obligeait les structures luttant contre ces maux d'être résilientes. Le Togo, ah oui, Monsieur Gado, je pense qu'il est du côté de Lomé, il partage l'expérience du Togo. Le Togo a relevé ce pari grâce à l'OIV, une plateforme dédiée à l'assistance, la sensibilisation et la prise en charge à distance des victimes des violences basées sur le genre. L'intervention est un peu longue. On comprend que le Togo a mis en place cette plateforme. On prend encore une autre intervention, cette fois-ci, celle de… Ah oui, il est très actif avec nous. Il y a plutôt des encouragements. Voilà. Merci Christine. Nous partageons rapidement avec vous, avec les internautes sur les différentes plateformes. Je pense que la personne parlait de votre site et il y a quelqu'un qui parlait aussi de l'écho. Les interventions de Yannick sont accompagnées d'écho. Voilà. Donc Yannick, essaie de voir un peu ton son pour que ça soit plus accessible. Alors, chers internautes, chers intervenants, on a essayé de parler du pour et du contre, sinon les conséquences du numérique sur cette période de crise que nous traversons. Pour vous aujourd'hui, comment rebattre les cartes? Comment améliorer tout ce que nous observons aujourd'hui? On parle certainement, il y a un grand fossé à combler, mais aussi, il y a aussi des avantages. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du numérique en Afrique? Qu'est-ce que nous devons faire? Qui doit intervenir? Qui doit faire quoi? Et d'où ça doit partir? Est-ce que ça doit commencer maintenant, cette période de crise, ou encore attendre que cette crise passe avant de commencer? Ça va être la dernière intervention ici, votre mot de fin. Je commence par le coach Silver Boussamba et on va faire le tour de table avant de conclure. Coach, vous avez la parole. Très bien. Je pense qu'ici, à l'échelle du continent, tout le monde s'est rendu compte, tout le monde, je dis absolument tout le monde, aussi bien les gouvernants que les gouvernés, de la nécessité de devoir basculer un certain nombre de services, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, vers le digital, pour justement continuer à exister économiquement. Tout ceci va nécessiter de repenser ce qu'on appelle les écosystèmes. Pourquoi je parle des écosystèmes? Parce que notre expérience dans ce domaine nous a permis de comprendre une chose. 70% de la réussite d'une start-up, parce qu'ici on est en train de parler d'innovation, tout le monde a parlé d'innovation. Ça veut dire que de nouvelles idées doivent émerger. Et ces idées dans le digital doivent être accompagnées.
Donc, maintenant, on sait que 70% de la réussite d'un écosystème dépend en réalité d'un certain nombre de paramètres. Donc, je recule un tout petit peu pour dire, OK, on veut innover. On veut que des jeunes de tous bords sur le continent ont des idées. Le rôle d'un écosystème, c'est d'emmener l'idée d'un jeune, de n'importe qui, de l'idée jusqu'à l'entreprise. Donc, d'emmener la croissance de l'idée vers l'entreprise. Et on sait que la réussite d'une start-up dépend à 70% de l'écosystème. Et donc, je pense que ça, c'est déjà un paradigme important. Beaucoup de start-upers, beaucoup d'entrepreneurs sur le continent pensent que par leur propre force, ils sont capables de réussir. Non, ils ont besoin d'avoir un cadre, d'avoir un environnement. Dans un écosystème, il y a une dimension juridique. Je pense que Karine est là, elle le sait très bien. Il y a des pays comme la Tunisie qui ont mis en place ce qu'on appelle le Startup Act. Le Startup Act, c'est un certain nombre d'avantages, c'est un certain nombre de statuts ou un statut particulier juridique concernant la start-up pour pouvoir l'accompagner. Si les gouvernants, tous ensemble, avec les acteurs, ne s'assiedent pas pour définir un cadre juridique, nous allons avoir du mal à pouvoir accompagner les start-up. Là, on est sur le premier domaine, le domaine juridique. Sur le mode de croissance, il faut qu'on arrive à faire la différence entre une PME et une start-up. Je pense que jusqu'ici, encore au Gabon, on est encore considéré comme une PME quand on a une start-up. Mais en réalité, dans le domaine de la technologie, donc les start-up technologiques ne sont pas des PME. Et là, il y a un élément très important que l'on ne comprend pas dans l'économie numérique. Pourquoi on voit ailleurs des startups lever des centaines de millions de francs CFA? Je prends un exemple. 2018, l'Afrique a levé, si on regarde le rapport Partech, 1 milliard de dollars. 2019, 2 milliards de dollars. Mais quand on regarde sur les startups qui ont levé plus d'1 million de dollars, 98% de ces startups sont anglophones et 2% francophones. Donc, ça veut dire que dans notre espace francophone, il nous manque un certain nombre de choses pour pouvoir le faire. Mais qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le cadre juridique et il nous manque par derrière le mécanisme, le fait de comprendre le mécanisme de croissance. Une start-up. Est-ce que vous, à votre niveau, coach, est-ce que vous, à votre niveau, vous avez mené des plaidoyers pour pouvoir améliorer ces questions qui sont fréquentes depuis quelques mois ou sinon depuis quelques années déjà? C'est aussi votre mot de la fin, s'il vous plaît. Oui, moi, je ne crois pas personnellement au plaidoyer. Je ne crois pas, ça c'est moi qui ne crois pas à ça. Je crois à l'action. Je préfère militer en créant une école 241 plutôt qu'en essayant de rencontrer les gens et de leur dire qu'il faut ouvrir une école qui forme dans les métiers du numérique. Vous voyez? D'accord. Dans notre prochaine action que l'on va voir, on a levé un financement à l'Union européenne pour créer un nouveau programme. Ce nouveau programme est encore une réponse. Je pense que l'action parle beaucoup plus que juste la parole. Place pour finir. D'accord. Merci à vous, coach Silver Boussamba. Je rappelle que vous êtes formateur et conférencier en leadership, formateur de l'école des métiers du numérique, école 241, c'est à Libreville au Gabon. Alors, vous avez abordé le pan juridique de la question du numérique. Et pour parler de ce côté, puisqu'on parle de proposition, d'innovation, je vais remettre la parole à Karine pour son mot de la fin et surtout pour conclure aussi avant qu'on donne la parole aux autres. Karine? Oui, effectivement, Silver a abordé vraiment une question qui est importante. Donc, je pense que la question de l'innovation en soi ne se pose pas en Afrique puisqu'elle est constante. Je vais dire qu'on est au même niveau que ce qui se passe dans le monde. On est vraiment tous en marche, mais le retard de l'Afrique au niveau numérique
est posée justement avec ces manquements. Il n'y a pas de cadre juridique structuré. L'e-commerce, on a beaucoup parlé d'e-commerce, mais les transactions électroniques ne sont pas encadrées. Il y a une volonté au Gabon. Je pense, en 2018, il y a des ordonnances qui sont sorties justement sur la question de la cybercriminalité, sur les transactions numériques, mais qui n'ont pas été, qui ne sont pas passées en loi et donc qui ont été invalidées. Et du coup, aujourd'hui, on est toujours dans la même situation. Mais ça évolue. Par exemple, la loi sur la protection des données personnelles, elle date de 2011 au Gabon et le Gabon est un des premiers pays d'Afrique à avoir légiféré sur cette question. Et en 2020, en janvier 2020, quelque temps avant qu'on ne déclare justement la crise, ils ont mis à jour cette loi pour la mettre au même niveau d'exigence en matière de protection des données que ce qui se passe par exemple en Europe. Et donc, le cadre juridique devient important puisque l'innovation, elle est là, elle est présente, mais elle avance à un rythme très rapide. Donc, on ne peut pas attendre qu'elle soit trop loin pour légiférer. Il faut aller en même temps et tous ensemble, aussi bien au niveau politique qu'au niveau juridique. Et donc, ce que disait Sylvain est très important parce qu'il faut comprendre aussi les mécanismes des entreprises technologiques parce qu'elles ne sont pas classiques et donc elles ont des besoins juridiques et politiques absolument différents. Et donc, ce sera ça mon mot de la fin. Merci à vous, Karine, pour votre intervention. On va prendre aussi le mot de la fin de Yannick et Bibier. Yannick? Alors, donc moi, je voudrais remercier en tout cas la plateforme Monto1 de nous donner l'occasion de discuter de ces sujets. Pour développer l'économie numérique au Gabon, il faut réussir deux chocs. C'est-à-dire que, un, il faudrait pouvoir rendre beaucoup plus agile l'administration et le gouvernement, donc toutes les questions de e-gouvernement. Et deuxièmement, il faut permettre au secteur privé de ne pas seulement être limité au marché local, mais être en capacité de pouvoir attaquer des marchés à l'étranger. Et donc, pour le faire au niveau de la SING, on a mis en place un groupe de réflexion qui s'appelle la SING eGov, qui va donc réunir tous les directeurs des systèmes d'information de l'administration et réfléchir en fait à ces solutions numériques qui permettraient de rendre l'administration beaucoup plus agile et surtout de développer ce qu'on appelle des startups d'État. Tout à l'heure, je vous parlais par exemple d'une application EasyTax que l'on doit publier pour septembre, qui va permettre en fait aux entreprises de faire en 1 minute ce qu'aujourd'hui on fait dans l'administration en 8 jours. Et ça, c'était développé par des fonctionnaires. C'est qu'on on a travaillé avec des fonctionnaires qui connaissent bien l'administration. On leur a mis à côté d'eux des développeurs, des start-upers, et ils ont sorti cette application EasyTax qui est vraiment géniale et que l'on doit présenter bientôt au ministre de l'économie. Donc ça, c'est tout le travail qu'on doit faire au niveau de l'administration, parce que lorsque l'administration est agile, d'accord, merci à vous. Je pense que de notre économie. Ok. Le deuxième travail, c'est celui au secteur privé. Ok. Dans le secteur privé, ce qu'il nous faut, c'est… On va aller un peu plus vite, Yannick. Oui. Je vais aller très vite en un mot là-dessus sur le secteur privé. Sur le secteur privé, il nous faut une stratégie numérique par secteur. C'est qu'aujourd'hui, dans chaque secteur qui existe, il y a des points bloquants qui empêchent le développement du digital. Si je prends le e-commerce, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, les moyens de paiement sont encore trop chers. Donc, comment faire en sorte que l'on puisse avoir des moyens de paiement publics, utile Airtel Money, mais qui soient moins chers pour les startups. Comment dans le développement durable, par exemple, on arrive à avoir les données qu'il faut pour pouvoir permettre aux jeunes de développer des startups à l'intérieur. Dans la e-santé, comment avoir un référentiel qui permette en fait aux pharmacies, aux hôpitaux d'avoir les mêmes données et de développer des applications. Donc, dans chaque secteur, il y a des blocages à lever et il faut qu'on mette en place une stratégie. Et je terminerai sur la partie formation. C'est qu'aujourd'hui, on a des écoles magnifiques, notamment IAI et INPTIC. Il faudrait vraiment qu'on mette tous les moyens pour que ces écoles puissent être au niveau du pays que nous sommes aujourd'hui. On est le pays le plus connecté d'Afrique centrale et de l'Ouest. Il faut qu'on ait des écoles qui soient à ce niveau-là. Voilà. Et dans ce cadre-là, la SING est en train de mettre en place un syndicat qui va s'appeler Tech 241. Nous sommes en train de finaliser la documentation dessus, qui va pouvoir accompagner donc le patronat et le ministère de la formation pour pouvoir justement faire en sorte que ces nouveaux métiers-là puissent réellement être
connu des entreprises. Voilà, j'en ai terminé. Merci à vous, Yannick. Encore deux interventions avant de conclure. Yasmine Mabé, Oui, votre regard sur le futur du numérique en Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les grands chantiers pour pouvoir mieux juguler la question? moi, je pense que le premier chantier, selon moi, et le plus important, c'est celui de l'éducation. Parce que sans éducation… L'initiation au numérique, vous voulez dire? L'éducation déjà en général, l'éducation au numérique et l'éducation financière. D'accord. Pour moi, ce sont les deux pans sur lesquels nous devrons, pour la suite, nous pencher. Parce que l'éducation, en fait, c'est la mère de tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Sans éducation, on ne comprend pas les process. Sans éducation… S'il te plaît, laisse-moi un peu y aller, Aziz. J'ai laissé la parole à tout à chacun. Laisse-moi développer, même si c'est une minute que tu m'offres. Merci. Vas-y, mais il nous reste… Donc, oui, même si c'est une minute, j'ai une minute, non? Merci. Oui, merci, Aziz. Et donc, du coup, je parlais de l'éducation. Pour moi, l'éducation, en fait, est la mère et le socle de tout ce que nous voulons faire aujourd'hui. Parce que, comme M. Sylvain Boussamba l'a dit, beaucoup par exemple, d'entrepreneurs pensent qu'en fait, que leur start-up, seuls, ils peuvent arriver. Non, il faut un cadre qu'on ne connaît pas. Donc, il y a un besoin d'information et de formation dans ces cadres-là, que ce soit juridique ou environnemental. Et tout cela va dépendre, en fait, de notre écosystème, de mettre en place justement un écosystème favorable à la montée du numérique. Et là, l'Afrique sortira gagnante de on va dire quoi, de ce challenge-là avec les autres pays. Parce que ici, comme a dit Karine tout à l'heure, nous avons déjà l'innovation. Les idées sont là et on l'a bien vu avec le coronavirus, comment en peu de temps, on a pu sortir des plateformes, des robots et tout cela. Alors qu'il y a cela, quelques années, on ne savait pas qu'on pouvait le faire. Et donc, pour moi, je dis c'est éducation, formation et formation. Merci. Éducation, formation pour Yasmine Mabé. Merci pour ton intervention. Et pour conclure, Christine Soro, vous avez la parole. D'accord. Ben avant de terminer, je tiens à remercier la marraine de l'événement, Isel Akoué, Frédéric, une femme très brave et courageuse qui a mis en place cette plateforme. Et dommage, le temps nous est imparti. Mais en mot de fin, ce que je peux dire, j'ai été surprise récemment d'apprendre que, en tout cas, en ce qui concerne le cadre du Gabon, le cadre juridique, est considéré comme une PME, une entreprise qui fait un chiffre d'affaires à partir d'1 milliard. Donc, ça veut dire qu'en moins d'1 milliard, ceux qui produisent un chiffre d'affaires de moins d'1 milliard sont considérés comme une TPE, en quelque sorte. Certainement, on dira aussi start-up. Donc, je pense qu'effectivement, il y a urgence qu'il y ait un cadre juridique pour accompagner toutes ces personnes qui veulent… voilà, qui ont ces belles idées, comme on l'a dit, ce n'est pas les idées qui manquent, ce n'est pas des projets qui manquent, mais il faut effectivement un environnement, un cadre juridique, comme l'a dit le coach Silver. Mais avant de terminer, moi je crois au plaidoyer et je pense de toute façon qu'il nous est impossible pour nous les acteurs du digital de cheminer sans l'autorité étatique qui, lui, a la responsabilité, en fait, d'en réalité, mettre en place toutes ces lois, toute cette juridiction pour nous permettre, nous, de pouvoir aller plus loin. Je prends un exemple. Ce qui a fait la force des pays anglophones, comme le coach Silver l'a souligné, de se démarquer. On prendra un exemple, par exemple, du crowdfunding, le financement participatif, ça a beaucoup joué. Et eux, ils sont plus ou moins réglementés à ce niveau. Mais ici, au Gabon, même si on essayait de mettre en place ce type d'initiative, nous n'avons aucun cadre juridique. Et j'espère que prochainement, nous aurons l'occasion d'écouter Karine, s'il en existe, justement dans ce sens-là. Donc, je vous remercie. Merci, Aziz. Tu as assuré, en tout cas. Merci. Merci à vous, chers intervenants. Je rappelle que sur le panel, le troisième de cette première journée des Entrepreneurs Day, nous avions eu Yasmine Mabé du Togo, qui est au Togo, pas du Togo, mais qui est au Togo. Qui est au Togo présentement. Nous avons eu le coach Silver Boussamba du Gabon, qui est au Gabon, Libreville précisément. Farid Madzan du Gabon, mais depuis Paris. Yannick Ebibier depuis Libreville pour le Gabon. Christine Soro du Gabon, depuis Libreville toujours.
Et merci à vous, chers intervenants, pour vos explications. Et merci aussi à nos internautes qui étaient avec nous du côté de Lomé, de Paris, de Dakar, partout en Afrique. Vous étiez nombreux à nous suivre. Et surtout, merci pour ces éclaircissements que vous avez pu donner sur cette question du numérique en temps de crise. On peut comprendre que des efforts ont été fournis et il reste beaucoup à faire pour que nous soyons, pour que cette remarque de double vitesse ou deux vitesses que nous avons en Afrique puisse être corrigée entre les pays du Nord et les pays du Sud, ou encore l'Afrique subsaharienne et le Maghreb, et sans oublier l'Afrique du Sud et autres. Alors, merci à vous pour vos interventions. Ils étaient nombreux à nous suivre. J'espère que les politiques, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les PME, les PMI nous ont suivis et qui pourront tirer beaucoup de choses de ce que vous avez dit pour améliorer leur quotidien, pour améliorer cette question du numérique, parce qu'on ne sait pas si la crise va s'arrêter dans quelques jours ou elle va continuer. Mais toujours est-il que vous êtes des acteurs qui accompagnent ces gens à être beaucoup plus autonomes. Merci pour vos interventions. Le débat ouvert peut-être va se continuer chez vous à la maison ou encore on pourra se retrouver sur d'autres plateformes pour parler du numérique. Ce fut très intéressant et j'espère vous retrouver pour parler d'autres choses autres que le numérique, peut-être de formation et de bien d'autres. Merci à vous, merci chers internautes. Merci, au revoir, merci beaucoup. Merci. Au revoir, bye. Au revoir. Et au revoir. Au revoir. Tu peux. Alors, tu vas essayer de. Tu as la dame qui s'appelle Karine Matin, là? Ouais. Qui s'appelle Karine.